Ce qui est bien, c'est que c'est tellement le meilleur jeu sorti ces 10 dernières années qu'on n'aura pas, tu sais, comme dans chaque fois qu'on fait une vidéo sponsor, ouais, vous dites c'est bien parce que vous êtes sponsorisé. Là, je vois pas qui va nous dire que c'est pas un des plus grands jeux de ces dernières années. Bon, du coup, c'est très bien qu'il y ait des extensions, on peut en reparler. Parce que mine de rien, 2017, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas joué. Tu as déjà joué, toi? J'ai joué hier. Et ça t'a plu? Très bien. Bon, bah alors on en parle. Terraforming Mars. Ceux qui nous suivent depuis désormais quelques années savent que c'est un des tout meilleurs jeux au monde. C'est peut-être le meilleur jeu stratégie sorti depuis ces 10 dernières années. Je pense que les gens qui débarquent dans le monde du jeu depuis 2-3 ans ne le connaissent sans doute pas. Et c'est un tort immense, tellement c'est absolument magique. Il s'en est vendu, je ne sais pas exactement combien, on n'a pas les chiffres, mais je pense quelques millions à travers le monde. Il a remporté un Kennerspiel des Jahres, un As d'or, il est monté jusqu'à la 3e place du classement des meilleurs jeux de société au monde, selon Board Game Geek. C'est un jeu de plateau, mais essentiellement un jeu de cartes, dans lequel une compétition a lieu entre les joueurs qui incarnent des corporations, afin d'être l'entreprise qui terraformera le plus la planète Mars, qui la rendra, si possible, la plus habitable. Derrière ce thème un peu scientifique et un peu geek, se cache un monstre de stratégie, de simplicité, d'évidence. Ce jeu est absolument magique. Et derrière tous les grands jeux de société se cache une histoire. L'histoire de Terraforming Mars est une histoire assez familiale. La famille Frixelius est une famille suédoise. Une famille dans laquelle il y a, j'ai même pas retrouvé les chiffres exacts, c'est pour vous dire, je crois qu'il y a 10 ou 11 garçons et 6 filles. Ils sont 16 ou 17. Et ils ont même pas la télé. Et bien cette petite famille suédoise, vu qu'ils n'ont pas la télé, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à lire des livres et à jouer. Une famille des années 70, 80. Et dans cette famille, le père a un hobby. Il adore créer des jeux de société qu'il fait jouer à ses enfants. Des jeux plutôt pédagogiques, un petit peu simulationnistes, mais les enfants passent donc une bonne partie de leur enfance à jouer à des jeux de société, les jeux de leur papa. Parmi tous les jeux que crée le père Frixelius, il y a un jeu qui s'appelle Wilderness, qu'il crée dans le milieu des années 80, un petit prototype pour amuser ses amis et sa famille. Et ce jeu sera l'inspiration du lancement de la maison d'édition Frixelius. Pour tout vous dire, les enfants Frixelius ont l'idée de monter une maison d'édition lors d'un mariage d'une des 6 sœurs de la famille. Je crois que c'est courant 2009. Et ils s'attribuent chacun des rôles dans la maison d'édition lors de ce même mariage. Dans la famille Frixelius, je demande Enoch, le comptable, Isaac, le fabricant, qui fait aussi artiste-illustrateur, Jonathan, le manager, et Jacob, l'auteur et le game designer. Les premiers jeux de Frixelius sortent à la fin des années 2000 avec des titres tels que Wilderness, l'édition du jeu de papa, un jeu qui n'a pas fait date, pas plus que Brawling Barons ou Space Station qui sortent aussi à ce moment-là. Mais c'est pour toute la famille l'occasion d'aller présenter leurs jeux de société dans le plus grand salon de jeux de société au monde, en Allemagne, à Essen. Et c'est en 2011 que Jacob, à Essen, a l'idée de faire un jeu sur le thème de la terraformation de Mars. Entre Essen 2011, courant octobre, et Noël 2011, il prendra des petits bouts de papier et créera le premier prototype de Terraforming Mars. Terraforming Mars n'est donc pas un jeu qui découle d'une mécanique, c'est avant tout le thème qui va inspirer l'intégralité du jeu et du gameplay. Il faudra à Jacob Frixelius 5 ans afin d'aboutir à ce qui sera la version finale de Terraforming Mars. Au début, c'était un jeu dans lequel il y avait d'immenses pistes partout. On n'était pas en train de faire apparaître véritablement des villes et des forêts, mais plus en train de bouger des curseurs. Mais ce que ça a toujours été, c'est un jeu de cartes dans lequel les différentes actions qu'on va pouvoir faire influent sur les paramètres globaux de la planète, à savoir l'oxygène, l'eau et la température. Une fois le jeu abouti, équilibré, pensé, il est publié en septembre 2016 chez Frixelius Games, d'abord en anglais, puis après en France en avril 2017 chez Intrafin Games. Et c'est mondialement une sortie absolument retentissante. Dans l'histoire des jeux de société, il fait partie des rares jeux qui
moi je l'ai constaté avec tous mes amis autour de moi, arrêtent un peu le temps et font que tout le monde, mondialement, ne se met à jouer qu'à ce jeu-là. C'est parti des très grands jeux qui ont réussi cet exploit, comme Puerto Rico, Agricola, Kaelus, Dominion, Race for the Galaxy. Terraforming Mars pète toutes les stats de parties jouées sur le site de Board Game Geek et parvient à parler à un public encore plus large que les hyper passionnés de jeux. Et Terraforming Mars se met à être joué mondialement par des centaines de milliers de gens, bien au-delà de toutes les attentes qu'aurait pu mettre la famille Frixelius, qui jusqu'alors n'avait sorti que des jeux plutôt confidentiels. À ce jour, en octobre 2024, Terraforming Mars est publié dans 20 langues différentes. Ça doit représenter, je sais pas, 70-80 pays, ce qui pour un jeu de société est quand même relativement rare. Une fois qu'on a dit ça, il reste à savoir une chose un peu majeure. Comment ça se joue, Terraforming Mars? Alors je vais vous expliquer, j'installe le jeu. C'est donc ça, la surproduction dans le monde ludique. Voici Terraforming Mars. C'est un jeu compétitif. La personne qui aura le plus de points de victoire, qui ici s'appelle des niveaux de terraformation, remportera la partie. Ça se joue de 1 à 5, oui ça se joue tout seul, on y reviendra dans les détails. Globalement, vous y jouerez avec des amis de 2 à 5, c'est très bien à 2. On reste quand même sur un jeu un petit peu stratégique, les règles font 16 pages, même si elles sont plutôt assez simples à emmagasiner. Une partie durera environ 2 heures. Plus ou moins rapidement, si vous avez déjà fait une centaine de parties, en 1h30, vous, elles les avez pliées. Comment ça se joue? Vous incarnez chacune une entreprise, Ecoline, la République de Tarsis, Inventrix et Lyon, il y en a tout plein, chacune d'entre elles a un petit pouvoir spécial. Le jeu se déroule en 3 phases qui vont se répéter jusqu'à la fin de la partie. D'abord une phase dans laquelle votre entreprise produit des ressources. Votre plateau va donc se mettre à produire des minerais, du titane, des plantes, de la chaleur, mais surtout de la thune. Parce que vous en allez avoir besoin, on passe ensuite à la phase d'après dans laquelle tout le monde pioche 4 cartes et doit décider lesquelles garder. Sachant que si vous voulez les garder, c'est payant. Et vous n'avez pas envie de payer. Vous n'avez pas le choix. Vous aurez ensuite le droit de les jouer, et donc les acheter. Le coût est indiqué en haut à gauche. Terraforming Mars est basiquement un jeu dans lequel à chaque tour vous avez la possibilité de faire une ou 2 actions. Généralement l'action sera jouer une carte ou activer une carte qui est posée devant vous et qui possède un petit effet d'activation. Vous pourrez également décider de faire une des autres actions du jeu que sont les projets standards, des actions un peu chères, plutôt communes, mais qui pourraient vous servir à faire apparaître un élément de jeu à un moment où ça vous intéresse. La dernière action possible est d'aller préempter un des objectifs ou une des récompenses du jeu afin de marquer des points. C'est des sortes de missions ou d'achievements à faire au fur et à mesure de la partie. Vous jouerez comme ça des manches que dans Terraforming Mars on appelle génération jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien faire parce que vous êtes à court de thunes, de cartes, de tout ce que vous pouvez. Et à ce moment-là, c'est reparti. De nouveau, votre entreprise se met à produire des ressources, vous repiochez des cartes et vous jouez des cartes. Puis, c'est reparti. Votre entreprise produit des ressources, vous piochez des cartes, vous jouez des cartes. Et ce, jusqu'à ce que Mars soit terraformé. Au fur et à mesure de vos actions, vous allez faire monter 3 marqueurs principaux. Le premier est un marqueur de température, et si Mars atteint la température de 8 degrés, on considérera qu'elle soit habitable. Vous allez faire augmenter de l'oxygène en faisant apparaître des petites huiles de forêt sur le plateau. À partir du moment où le taux d'oxygénation de la planète arrive à 14%, on considère que la planète est respirable. Puis, vous pourrez sans doute apparaître de l'eau sur Terraforming Mars. Et une fois que 9 tuiles d'eau seront apparues sur la planète, on considérera qu'il y a de quoi boire et qu'elle s'appelle l'Orio Kezak. Le jeu s'arrêtera lorsque les 3 marqueurs sont arrivés au bout. Chaque fois que dans le jeu, vous ferez bouger ce marqueur-là, ça vous fera des niveaux de terraformation, des points de victoire. Et c'est ça que vous chercherez à faire tout au long de la partie, même s'il y a encore plein d'autres façons de marquer des points. Poser des villes, jouer des cartes qui en rapportent.
terraformer Mars reste un des éléments majeurs du jeu et de votre stratégie. Je rentre pas dans le détail infini des règles du jeu, vous trouverez sur internet au moins 25 vidéos différentes qui vous expliquent comment ça se joue techniquement dans le détail. Le but d'expliquer un peu les règles, c'est de pouvoir se reposer sur cette explication pour vous expliquer ce qui fait que Terraforming Mars est à ce point un jeu majeur et qui le différencie des 20 jeux qui sortent chaque semaine et qui fait de ce jeu-là un jeu véritablement culte et qui marque l'histoire de la création des jeux de société. Pour un jeu de cette profondeur-là, Terraforming Mars est paradoxalement un jeu plutôt très accessible. C'est un jeu qui s'explique qu'en 10 minutes, montre en main. C'est du vécu, je l'ai expliqué encore il y a 2 ans à une amie qui joue à 2 jeux par an. Ça passe comme une lettre à la poste, pour la bonne et simple raison que tout est écrit sur les cartes. L'iconographie des cartes est super bien faite. En regardant uniquement des images, vous comprenez immédiatement que cette carte augmente votre production, que cette carte va faire disparaître des plantes chez les autres. Tout est plutôt évident, et ça c'est le signe des grands jeux. Ils ont été très bien game designés. Si on reprend par exemple un jeu comme Caylus, qui est un des plus grands jeux de pose d'ouvriers, une fois qu'on vous a expliqué la règle, le plateau est là pour vous rappeler chacun des points de règle. L'iconographie vous décharge complètement le cerveau, vous n'avez plus à réfléchir qu'à comment jouer et non pas à quelle règle est-ce que je dois retenir. Le fait que le jeu soit plutôt accessible en a fait un élément de diffusion assez ravageur. C'est pas pour autant que ça en fait un excellent jeu. C'est pas parce que les jeux sont simples à jouer qu'ils en sont meilleurs, mais c'est quand même assez fou d'arriver à faire en sorte que tout ça soit plutôt accessible. On l'a dit, le but de Terraforming Mars, c'est de marquer des points, des niveaux de terraformation. Et ce qui est plutôt plaisant dans le jeu, c'est qu'il y a plein de façons d'y parvenir. Entre les cartes que vous allez jouer, qui parfois possèdent des points de victoire, elles possèdent parfois même des points de victoire négatifs. Les points de victoire qu'il y a à gagner sur les niveaux de terraformation, les points de victoire qu'il y a à gagner sur le plateau. Chaque forêt, chaque ville posée vous rapportera des points de victoire selon sa position et selon les éléments qui l'entourent. Et en plus, les points de victoire à gagner dans les objectifs et les récompenses. Les objectifs sont des cases qui vous diront si t'es le premier à faire telle ou telle chose, t'as des points de victoire à gagner. Et les récompenses sont des bonus de points de victoire qui vous seront attribués en fin de partie si vous êtes la personne qui a le plus fait quelque chose, la personne qui possède le plus de production de chaleur, de revenus, la personne qui possède le plus de badges avec des sciences sur ses cartes. Tous ces éléments-là vont faire que chacune va pouvoir jouer avec les éléments de jeu qui lui plaît. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les points de victoire qu'il y a sur les cartes. Je joue assez peu sur le plateau, qui m'intéresse un petit peu moins. D'autres personnes vont le jouer différemment. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de jouer à Terraforming Mars. Un des éléments majeurs du jeu, c'est sa rejouabilité. C'est un élément qui est beaucoup mis en avant dans les jeux de société et qui souvent reste des arguments commerciaux. Vous savez, des fois quand vous achetez un jeu, on vous dira super rejouabilité, contient plus de 100 scénarios, des modes de jeu évolutifs, avec lesquels pour la plupart vous ne jouez même pas. Ce qui fait qu'un jeu est immensément rejouable et la sensation qu'à chaque partie, il se passera un peu des choses différentes ou que du moins la flamme de ce qu'a vous proposé le jeu restera intacte partie après partie. Et c'est souvent pas la peine de mettre des éléments de jeu artificiels là-dedans. Le fait que la base soit d'une solidité folle suffit à ça. Mais dans Terraforming Mars, vous incarnez, on l'a dit, des corporations. Des entreprises qui, chacune d'entre elles, ont une petite particularité. Et à la manière de grands jeux comme Root ou encore Seven Wonders, vous devrez tirer profit de votre particularité. Si vous incarnez Ecoline, vous êtes une corporation qui va plus facilement faire apparaître des arbres partout sur le jeu. Et vous foncerez à faire ça pendant toute la partie. Le jeu va vous indiquer à chaque fois des façons différentes de jouer. Il y a 200 cartes dans le jeu de base. Chacune d'entre elles va vous apporter des productions, des bonus. Ben, c'est tout couillon. Si vous faites une partie de cette façon-là, ou une partie de cette façon-là, les cartes que vous jouerez ne seront pas les mêmes, ne tomberont pas dans le même ordre et fatalement bougeront le destin de chaque partie que vous jouerez. Il est absolument impossible de revivre plusieurs fois la même partie de Terraforming Mars. C'est à chaque fois un challenge qui se renouvelle, des interrogations, des opportunités à saisir ou à ne pas saisir. Il faut savoir faire des choix. C'est là tout le sens du mot stratégie. Et c'est un jeu qui partage une caractéristique avec l'autre jeu dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, des jeux cultes du monde du jeu, Dominion. Terraforming Mars, tout comme Dominion, tout comme tout plein d'autres, sont des jeux
de monter en puissance. Vous commencerez la partie en ayant donc votre petite corporation, votre petit plateau, et vous aurez très peu de choses à produire, quelques cartes en main, mais pas forcément les moyens de les jouer. Au fur et à mesure des différentes générations, vous allez augmenter toutes vos productions, trouver des cartes qui vous permettront de piocher encore plus. Il y a un immense écart entre ce que vous ferez au tour 1 ou au tour 6 ou 7, où là vraiment le jeu va commencer à exploser. Vous partez d'une situation de jeu dans laquelle au début vous n'arrivez à rien, et à la fin du jeu dans lequel vous arrivez à tout et le jeu se met à exploser. Et c'est toujours une sensation de jeu assez jouissive de se dire « et maintenant je fais apparaître des villes et des forêts et de l'eau d'un coup ». Le jeu décolle et vous explose un peu la figure, ce qui est une sensation totalement grisante. En termes de gameplay, c'est un jeu qu'on appelle un jeu d'engine building. Vous allez jouer des cartes, construire un tableau de cartes, comme vous avez pu le voir dans Everdell, dans Wingspan, et ce tableau de cartes que vous posez devant vous vont améliorer, faire monter en puissance toute votre civilisation, votre corporation, c'est un peu pareil. Et on l'a dit, Terraforming Mars est un jeu qui date de 2016-2017. C'est un jeu qui a marqué l'histoire des jeux, et qui est, comme je vous le dis, je pense que c'est un des meilleurs gros jeux depuis une dizaine d'années. Depuis ces 2-3 dernières années, on voit sortir tout plein de jeux sous l'impulsion de créateurs tels que Vital Lacerda, des jeux qui ont tendance à être ce qu'on appelle vulgairement des usines à gaz. Entendez par là qu'entre le moment où vous jouez une action et le fait d'avancer sur le but du jeu, de marquer des points, dans Terraforming Mars, jouer une action et marquer des points sont deux choses que vous connectez immédiatement entre elles, où tout fait sens, et vous vous dites, si je veux marquer des points et avancer vers le but du jeu, je sais comment m'y prendre. Comment y arriver, c'est une autre question. Mais bien souvent, dans le game design des jeux modernes, on vous rajoute au milieu de ça des transformations de ressources, des conditions de pause, 12 milliards de nœuds qui vont complexifier au possible tout votre chemin de pensée. Terraforming Mars n'est pas un jeu dans lequel vous vous posez la question de savoir comment marche le jeu. Vous vous posez juste la question de savoir comment je fais pour gagner. Cette clarté dans le game design est une des choses vraiment que je pense on a perdu ces dernières années. Et c'est une des choses les plus dures à faire quand on crée un jeu. D'avoir quelque chose qui possède cette simplicité et cette profusion, le tout au service de la pensée du joueur et non pas de la complexité mécanique de la chose. C'est ce qui en fait, et c'est ce qui fait qu'on nomme ces jeux-là comme des jeux ayant une élégance que n'ont pas d'autres créations. Tout jeu, aussi bien soit-il, possède ses propres limitations. La première, vous l'avez vu, et je sais que vous êtes nombreux à me le dire à chaque fois, que j'aime que les jeux moches, mais bon, je sais pas, j'aime aussi des jeux jolis. Je ferai des vidéos sur des beaux jeux un jour. Mais en attendant, Terraforming Mars, c'est quand même assez moche. C'est très ergonomique, on l'a dit, mais les petits pions en carton, les plateaux individuels, les illustrations sur les cartes qui n'ont aucune cohérence thématique l'une et l'autre, bon, c'est plutôt assez vilain. C'est marrant parce que beaucoup de personnes ont posé des questions là-dessus à l'auteur de jeu ou à Isaac Frixelius, l'illustrateur. Il le justifie par le fait, qui n'est pas si idiot que ça, de dire certes ils auraient pu mettre des plateaux double couche, certes ils auraient pu penser toutes les illustrations du jeu et mettre 200 illustrations différentes. Mais premièrement, pour ce qui va être des plateaux double couche, parce que vos pions se baladent tout le temps sur ce petit plateau là, c'est absolument énervant, ça va augmenter le prix du jeu. Et donc, qui dit jeu plus cher, dit que le jeu se démocratise moins. Donc, quelques années plus tard, ils ont sorti des plateaux double couche qui sont très bien pensés et qui évitent que tout foute le camp en permanence. Si vous avez joué à Terraforming Mars dans votre vie, ça vous est arrivé, fatalement. Et ça vous a énervé, et vous avez acheté des plateaux double couche. Les illustrations sont volontairement, comment on pourrait dire, banales. C'est une volonté graphique, c'est un choix éditorial de faire un jeu qui a des illustrations un peu de magazine scientifique. Vous savez, Géo Magazine, Science et Vie. Et donc chacune des illustrations a ce petit aspect-là, qui peut être assez grotesque, moi que j'ai toujours trouvé assez charmant. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs. Sachez que vous trouvez sur Internet, et même dans une big box dont je vous parle juste après, tout plein d'éléments pour rendre le jeu un peu plus sexy grâce à des tuiles en 3D. C'est vous qui voyez si vous voulez vous pimper votre jeu ou non.
Ça, c'est pour ce qui est de l'aspect un peu éditorial de la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut finalement lui reprocher en termes de gameplay à Terraforming Mars? À 4-5 joueurs, le jeu est quand même un petit peu plus long. Rien non plus de rédhibitoire, mais la meilleure configuration du jeu serait d'y jouer à 2-3 ou à 4 avec des gens qui ont déjà joué. Lorsque vous y jouerez à 5, vous aurez tendance à trouver vos parties un tout petit peu plus poussives. Sachant qu'en plus, Terraforming Mars peut se jouer de deux manières différentes. Moi, c'est un truc que j'aime pas dans le jeu. On sent que les auteurs n'ont pas réussi à trancher sur quelle était la règle la mieux. Je vous ai dit, c'est un jeu dans lequel on produit, on pioche, on joue. Et lorsqu'on pioche, il y a deux écoles. Soit l'école de « je pioche 4 cartes et je joue avec », soit l'école de « je pioche 4 cartes, j'en choisis une, je passe le reste au voisin, je récupère le jeu du voisin à côté, je draft ». Les deux règles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et il y a toujours le doute lorsqu'on joue à une partie de Terraforming Mars. Est-ce qu'il vaut mieux l'une? Est-ce qu'il vaut mieux l'autre? Je ne sais pas si ce débat a été tranché par des gens. Mais en tout cas, il n'a pas été tranché par moi. Et ça me laisse toujours un peu une impression un peu étrange de « Ah, mais si on avait joué avec cette règle plutôt qu'une autre, j'aurais eu telle carte ou j'aurais pas eu ça. » Ensuite, c'est normalement un truc qui, je trouve, horriblement rédhibitoire dans un jeu et qui me fait détester les jeux immédiatement qui ont cet élément-là. Allez savoir pourquoi, Terraforming Mars, je passe un peu au-delà. C'est un jeu dans lequel parfois vous savez qui a gagné en plein milieu de la partie. Quelqu'un a tellement pris d'avance qu'il va être immensément compliqué de revenir sur cette personne-là. C'est personnellement un aspect du jeu que j'ai pu vivre à travers tout plein de parties. Généralement pas à mon avantage. Et je trouve un des éléments un peu limitants du jeu. Ça n'empêche pas de passer un bon moment et d'avoir cette émulation de quelle carte je vais jouer, et ça ne nous fait pas sortir de la partie. Pour autant, ça en diminue un peu l'enjeu de certaines parties. Et ensuite, il y a un truc un peu agaçant. Ça, c'est une règle de game design. C'est si tout le monde oublie une règle, c'est que cette règle n'est pas bien. Et il y a une règle de Terraforming Mars qui n'est pas rappelée sur le plateau et qui m'agace souverainement. Lorsqu'on pose une file à côté d'un océan, on gagne 2 millions de crédits. C'est écrit nulle part, je l'oublie à chaque fois, on comprend pas pourquoi cette règle est là et c'est un peu agaçant. Parce qu'il y a toujours un moment dans lequel on se dit « Ah, j'ai pas oublié de prendre des sous. Ah, mais si je les avais eus, je pourrais jouer ma carte. » On peut dire, vous vous rappelez si j'avais pris ou pas? On peut dire que je les avais joués, bon, vous voyez le genre de truc, ce qu'on appelle des rollbacks. On revient en arrière parce que ça change un peu le cours de la partie. C'est généralement un peu crispant. Donc, écrivez-les-vous sur une feuille, là, le 2 millions à côté de l'eau, vous me rajoutez ça avec un autocollant quelque part sur le plateau, ça facilitera vos parties. Bon, rien de rédhibitoire non plus, rien d'infernal, mais quand même, il y a des petits éléments de jeu, et puis, ça reste un jeu de stratégie. Si vous n'aimez pas les jeux qui durent 2 heures avec plein de lectures de cartes de partout, fuyez. Enfin, jouez-y quand même, c'est intéressant intellectuellement, mais ça risque de vous déplaire. Et si, un truc est génial avec Terraforming Mars, c'est qu'il y a plein d'extensions pour avoir des cartes en plus, des nouveaux plateaux, des nouveaux éléments de jeu. Je vais toutes vous les montrer. Voilà. Alors, prenez votre temps, hein. Il y en a quelques-unes. Les extensions! Alors, il y a plein de choses. Vous allez sortir de cette vidéo avec une tronche comme ça. Prenez un Doliprane, s'il en reste. Les extensions de Terraforming Mars, il y a 6 choses différentes. Il y a des extensions majeures et des extensions mineures, il y a des plateaux, il y a des cartes promo, il y a des accessoires et il y a un autre truc dont je me rappelle pas. J'ai mes fiches qui sont là. Ah oui, il y a un mode solo. C'est un peu à part. Les extensions majeures de Terraforming Mars. La première, qui sort 6 mois, 1 an après la publication du jeu, Venus Next. Venus Next rajoute un petit plateau sur le côté du jeu dans lequel on vous propose carrément de terraformer Vénus. Tant qu'à y être. Vous avez donc un nouveau paramètre de terraformation, une nouvelle façon donc de marquer des points de victoire en jouant des sortes de badges qui permettront d'avancer là-dessus. Se rajoute à ça une nouvelle ressource qui sont des flotteurs, des sortes de ressources qui se déplacent de carte en carte. Certes, ça rajoute une façon de marquer des nouveaux points de victoire, pourquoi pas? C'est pas une condition de fin de partie. C'est-à-dire que tout le monde peut décider parfaitement de l'ignorer, ça ne change rien au jeu. Et surtout, ce que ça rajoute, c'est une 50aine de cartes. Alors, ça a l'air peut-être de rien dit comme ça, mais quand vous jouez à un jeu de cartes, dans lequel il y a 200 cartes, si vous en rajoutez 50, ça vous change un peu la donne. Et donc, rien que pour ça, l'extension qu'il faut avoir. Et puis, vous verrez, c'est une extension un peu pivot pour tout le reste.
Deuxième extension majeure, Colonies de Terraforming Mars. Des 3 grosses extensions, c'est ma préférée. Au début de la partie, on pioche des petites colonies qu'on place sur le bord du jeu. Vous allez payer de l'argent pour vous y placer, et plus tard dans le jeu, les autres joueurs vont pouvoir s'y placer également, et vous avez un nouveau projet standard qui consiste à activer ces colonies. Ça vous fera des revenus, des ressources, en fonction de quand est-ce que vous êtes placé et combien de temps les gens mettent à activer tout ça. Plus on attend, plus ça rapporte. Ça introduit des nouvelles façons de vous générer des revenus, de rapporter des ressources, une nouvelle tension dans le jeu qui rajoute plus d'interaction entre les joueurs. Et je trouve que ça s'intègre plutôt très bien dans la dynamique du jeu de base et initial. Comment rajouter des nouveaux éléments à gérer sans complexifier inutilement le jeu et en apportant toujours de la variabilité. Et comme toujours, il y a des nouvelles cartes. Une 50aine. Allez hop, ça fait 100 cartes en plus si on avait du Next. On prend. Troisième extension, je l'ai pas là, donc je l'insère quelque part à l'écran, grâce à la magie de la réalisation vidéo numérique. Il s'agit de Turmoil. Turmoil est une extension qui avait été pensée avec le jeu de base. Dans les interviews de Jacob Fryxelius, l'auteur, quand il en parle, il dit qu'il avait conçu le jeu pour être joué avec, mais afin que le jeu soit quand même un peu plus facile à prendre en main, cet élément de jeu a été découpé dans sa propre extension à part. Ça arrive très souvent lors de la création de jeux de société. Dans Turmoil, vous avez une sorte de Sénat martien sur le bord du plateau, dans lequel les règles du jeu vont pouvoir évoluer au fur et à mesure de la partie. Vous avez des nouveaux éléments de cartes que sont des sortes d'ambassadeurs, et au fur et à mesure de la partie, en les plaçant à différents endroits, vous pourrez influencer sur le conseil martien et la façon de marquer des points au fur et à mesure de la partie. On sent que, en fonction de ce que vous jouez, si vous jouez plus des joviens, de la température, l'apparition de villes ou de plantes, vous allez faire passer des lois qui arrangent la stratégie dans votre sens. Et avec ça, tout un lot de cartes événements qui viennent un peu perturber le cours des choses. C'est clairement l'extension qui complexifie le jeu le plus, qui rapporte une nouvelle dimension, donc de la durée de partie en plus. Certaines personnes l'adorent, d'autres personnes détestent. Sans détester, je trouve que ce que ça apporte au jeu n'est pas à ce point-là indispensable pour mériter de rajouter autant de complexité et de longueur dans le jeu. Les hardcore fans de Terraforming Mars apprécieront, considérer qu'à ce moment-là, le jeu ne peut plus jouer à 1h30, 2 heures, mais rajouter 1 heure de temps de partie. Si vous jouez à 2, 3, vous risquez d'apprécier Turmoil une fois que vous aurez fait pas mal de parties du jeu initial. Les extensions mineures de Terraforming Mars. Par mineur, j'entends que l'ajout en termes de règles est très léger, et puis c'est un peu moins cher. Et bien dedans, vous trouvez l'extension qu'il faut avoir pour Terraforming Mars. Moi-même, je l'ai, sauf que j'ai perdu la boîte, elle est planquée quelque part là-dedans, je la retrouve plus. Il s'agit de Prélude. Prélude est l'extension quasi indispensable à Terraforming Mars. C'est à mon sens une des seules extensions que je connaisse qui raccourcissent la durée des parties, qui accélèrent le jeu. Normalement, si on rajoute des éléments, on n'est pas censé enlever de la durée. Et bien avec Prélude, si. Prélude vous fait commencer la partie avec des cartes de prélude que vous avez choisies, draftées au début du jeu. Chacune de ces cartes-là vous rapporte des badges, et les badges sont des éléments qui déclenchent les objectifs, les récompenses et des tas de revenus dans le jeu. Donc vous commencez déjà avec des éléments d'accélération de jeu. Qui plus est, vous choisirez 2 cartes de prélude, chacune d'entre elles vous donne un boost d'entrée de partie. Boum, d'entrée de partie, je produis du titane. Boum, d'entrée de partie, je ne paye pas le premier événement que je joue. Boum, d'entrée de partie, j'ai 2 plantes et une ville sur le plateau. Ça enlève 15 minutes de partie, ça rajoute immédiatement et d'entrée de jeu des éléments de choix pour vous dire est-ce que je prends cette carte qui favorise les badges? C'est brillant, c'est simple. Prélude 1, il faut l'avoir. Et j'appelle ça Prélude 1, même si sur la boîte il y a écrit Prélude, tout court, parce qu'il y a un 2 qui s'appelle Prélude 2. Prélude 2, c'est des nouvelles cartes de prélude, on en veut, on en prend. Des nouvelles cartes de corporation, on en veut, on en prend. Sachez d'ailleurs que dans chacune des extensions, il y a des nouvelles corporations. Pour au total, sur tout Terraforming Mars, il y a une 40aine de corporations jouables et différentes. On dirait un nombre de personnages de Street Fighter. La rejouabilité, on en parlait tout à l'heure, elle est là. Dans Prélude 2, tout plein de nouvelles corporations, des nouvelles cartes de prélude et 18 cartes projets. Les 18 cartes projets qui sont dans Prélude 2 sont méga coolos.
Pour ce qu'il en est des cartes de prélude, des corporations, beaucoup d'entre elles interagissent avec les flotteurs de Venus Next, ou avec les colonies, ou avec les ambassadeurs de Turmoil. Donc, Prélude 2, aussi réjouissant que ce soit, aussi chouette que ce soit d'avoir de nouveaux éléments de jeu, c'est un peu une extension d'extension. Jouez là si vous avez ne serait-ce que Turmoil ou Venus Next, ou alors du coup, achetez-la en même temps que Venus Next et Turmoil et Colony. Ça fera beaucoup plus sens, sinon vous serez obligé de trier les cartes et vous aurez beaucoup moins d'ajouts que ce que vous auriez prévu juste avec le jeu de base initial. Tout comme Prélude 2, elle fait partie des extensions qui viennent juste de sortir là, 8 ans après la publication du jeu de base. C'est une idée toute bête, il y a plein de gens d'ailleurs qui la faisaient eux-mêmes sur internet. Et c'est pas parce que c'est tout bête que c'est pas réjouissant, c'est l'extension que tout le monde voulait et attendait depuis très longtemps. Objectifs et récompenses. Et ben c'est des petites plaquettes avec des nouveaux objectifs et des nouvelles récompenses, ou avec des objectifs et des récompenses qu'on voit sur les différents plateaux dont je vous parle après. Et vous pouvez en début de partie vous mettre d'accord avec vos potes, vos camarades, enfin les gens avec qui vous jouez, hein. Vous pouvez jouer avec vos ennemis si vous voulez, et vous allez les poser au bas des plateaux. Ça va donc changer le but un petit peu et les achievements qu'on vous demandera de faire au cours d'une partie. Et c'est modulaire à l'infini. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez à chaque fois. C'est tout couillon, mais c'est une très bonne idée. On prend. Et maintenant, and now, ladies and gentlemen, les plateaux! Il y a plein d'extensions de Terraforming Mars qui sont des nouveaux plateaux. Quand ils ont sorti ça 1 ou 2 ans après le jeu de base, on s'est tous mis à crier « foutage de gueule, un nouveau plateau, franchement qu'est-ce que ça change bon. » Je crois qu'avec Prélude, c'est les extensions que vous devez avoir. Et tout le monde était là genre « oh mince, c'est tellement bonne idée. » Alors, des nouveaux plateaux, il y en a 3, chacun d'entre eux étant double face. Si vous calculez bien, ça fait entre 5 et 7 plateaux. Le premier, hop là! Le premier, c'est lui, Hélas et Elysium. Alors quand vous l'achetez, c'est une petite feuille, et à l'intérieur de laquelle vous avez Hélas et Elysium. Voici Hélas et voici Elysium. Chacun des petits plateaux a des particularités, différentes toponomies. Ici, vous avez une case qui vous fait piocher 3 cartes quand vous vous y posez. Les océans sont sur le haut du plateau dans Elysium. Et dans Hélas, vous avez toute une zone avec de l'eau dans laquelle vous battez pour la chaleur, ainsi qu'un pôle sud un peu plus tactique. Bon, ça change un peu la toponymie des choses. Surtout, tous les objectifs et les récompenses ont changé, ce qui, bien avant d'avoir objectifs et récompenses, était un ajout majeur du jeu, et vous forçait à jouer de manière un peu différente. Peut-être que maintenant, avec objectifs et récompenses, c'est moins indispensable de voir des nouveaux plateaux. Mais mine de rien, juste changer un plateau, ça vous change un peu vos habitudes de jeu. Autre plateau, Utopia et Cimmeria. De ce côté, vous avez Utopia, qui marchera mieux si vous avez Colonie. Il y a des éléments qui vont avec Colonie. Et mon préféré des deux, qui est Cimmeria, avec une idée toute bête mais rigolote, tous les océans sont sur le bord du plateau. Et comme on veut tous construire à côté des océans, parce que ça fait des sous, on va tous se mettre dans des endroits un peu différents. Ça donne une ambiance de jeu assez différente. Donc, bonne idée. Et le dernier plateau, sans doute un des plus étonnants, quand vous l'ouvrez, il y a en plus du plateau de jeu, des petits éléments de jeu alternatifs, vous allez comprendre pourquoi. De ce côté-là, vous avez Vastitas Borealis, avec un centre de jeu un peu nébuleux qui fait perdre des sous, qui augmente la chaleur, des océans, tout un goulot d'étranglement, j'ai l'impression de présenter la météo. Ce plateau est mine de rien plus tactique que ce qu'il a l'air et assez réjouissant. Mais de l'autre côté, et c'est pourquoi vous avez des petits éléments de jeu en plus quand vous l'ouvrez, un plateau beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Vous avez donc un nouveau plateau de terraformation si jamais vous jouez avec Venus Next, et des petites tuiles d'océan en plus, parce que le plateau est tellement grand, l'oxygène doit monter jusqu'à 18, la température jusqu'à 14, et les océans jusqu'à 11, au lieu de 9, au lieu de 8, au lieu de 14. Ce qui fait des parties beaucoup plus costauds. Vous avez même des endroits dans lesquels vous allez pouvoir gagner des ambassadeurs. Donc ce plateau interagit également avec Turmoil. C'est le plateau épique de Terraforming Mars. Attendez-vous à y passer toute l'après-midi, toute la soirée, idéalement jouez-y à 4 ou 5. Voilà, au moins, ce plateau est radicalement différent des autres, et à mon sens, un de ceux qui permet de jouer au jeu le plus différemment. Et on peut être différents types de joueurs. Si vous êtes un tryharder, quelqu'un qui veut jouer à tout, un boulimique du jeu, ce plateau est fait pour vous. Il existe également pour Terraforming Mars tout un tas de cartes promotionnelles. Il faut se dire que
Comme tout jeu qui est énormément joué, d'autant plus quand c'est un jeu de cartes, la maison d'édition Frix Games a eu vite fait de faire des cartes spéciales distribuées dans des magazines, dans le festival Essen ou dans leur propre convention de jeu. Certaines de ces cartes-là, mais pas toutes, hein, certaines de ces cartes se retrouvent dans des packs promotionnels. Vous pouvez les retrouver sur le site internet. C'est un peu rare, on essaie d'en avoir autant que faire se peut. Et dans ces packs promotionnels, vous avez plein de nouveaux ajouts. Le dernier pack promotionnel qui est sorti avec Prélude 2 contient des cartes assez géniales. Notamment une qui vous fait reprendre des événements que vous avez déjà joués avant. Pouf. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à Terraforming Mars, ça a l'air de rien. Mais si vous avez déjà joué à Terraforming, vous êtes là genre, waouh, on peut reprendre des événements qu'on a déjà joués. Voilà, c'était l'instant geek de la vidéo. Les packs promo, c'est pas mal. Il y a également des accessoires qui existent pour Terraforming Mars. Des accessoires qui sont des accessoires officiels. Une big box de Terraforming Mars que j'ai pas là, que vous trouverez certainement en déstockage partout sur internet. C'était l'idée plutôt bonne de base de dire on va faire une grande boîte qu'on va appeler la big box dans lequel, non, il n'y a pas tout, mais dans lequel il y a du matériel en 3D pour simuler de l'eau, des villes et des forêts. C'était pas d'une qualité redoutable, c'était un petit peu cher. Voilà, un jour cela disparaîtra totalement, ça a eu existé. Sachez qu'il existe sur internet, sur Etsy notamment, beaucoup de gens qui les fabriquent avec des imprimantes 3D et qui vous les proposent directement chez vous. C'est pas mal non plus. Moi j'en ai. Mais comme j'en ai pas pris soin, j'en ai cassé la moitié, donc je vais pas vous les montrer. Mais ça existe. Et par contre, l'autre chose absolument indispensable, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est les plateaux dans lesquels vous pouvez clipser vos cubes de production de votre propre plateau de terraformation, plutôt que l'affiche en papier initial. Bon, ça, les plateaux de luxe pour joueurs, là, vous les prenez. Vous prenez Prélude, vous prenez Hélas et Elysium et ces plateaux-là, et vous avez le kit d'initiation parfait de Terraforming Mars. Une des choses qui a fait le succès de Terraforming Mars, c'est son mode solo. Le mode solo de Terraforming Mars est très bien. Vous ne jouez pas classiquement comme au jeu normal, vous disposez de 14 tours pour monter au maximum les marqueurs de température, d'oxygène et d'eau, les marqueurs de terraformation de la planète. En 14 tours, c'est pas évident du tout d'y parvenir. Mais le challenge est très intéressant, ce qui a fait pendant très longtemps de Terraforming Mars un des jeux publiés avec un des meilleurs modes solo disponibles sur le marché. Bien. Quelques années après, deux des plus grands spécialistes des jeux solo au monde, Nick Shaw et David Tursi, qui ont fait plein d'autres modes de jeux solo pour des tas d'autres jeux. Nick Shaw, il a une boîte spécialisée dans le développement des modes de jeux solo. Et David Tursi, tous les jeux de pose de pions, de cubes, de ressources, les zero games de ces dernières années ont des modes solo de David Tursi. Je l'ai croisé une fois dans ma vie, il avait un t-shirt I am David Tursi solo mode. Un monsieur rigolo. Dans Terraforming Mars Automa, cette fois-ci, vous ne jouez pas juste contre la planète, contre le jeu lui-même. Non, c'est beaucoup plus brillant que ça. Vous jouez contre les différentes corporations qui sont dans le jeu. Il y a 40 corporations dans le jeu. Vous pouvez toutes jouer contre elles dans Automa. À savoir que le jeu va avoir 4 cartes qui lui sont disposées sous la main, et en fonction des badges, des différents effets, ça va faire augmenter la production des automates, ça va leur faire jouer des cartes et activer le fait qu'ils se placent sur le plateau contre vous. C'est comme si vous jouiez avec un adversaire virtuel, et c'est très bien fait. Ça fait exploser la rejouabilité de la chose. Vous pouvez y perdre votre vie à jouer contre ce jeu-là juste en solo. Du coup, maintenant, vous aurez 2 excellents modes solo pour jouer à Terraforming Mars. Et maintenant, le guide stratégique en 10 points de Terraforming Mars. Tout ne repose pas sur les revenus. Ok, avoir de l'argent dans ce jeu, c'est très pratique, mais le jeu est parfaitement équilibré. Chacune des productions a sa propre valeur ajoutée. Ne négligez pas le fait de produire des plantes, de vous placer correctement au bon endroit, d'avoir des réductions, de produire du titane, de la chaleur. Tout se vaut. L'argent n'est pas l'alpha et l'oméga de Terraforming Mars. Conservez votre argent. Même si vous avez l'envie de tout dépenser à chaque tour et de tout brûler, il peut être intéressant de conserver quelques revenus d'un tour sur un autre pour pouvoir investir sur des cartes plus chères à un moment peut-être plus opportun, plutôt que de tout dilapider en permanence dans des projets de standard ou autres. Il faut savoir économiser, c'est important. Pensez à la fin du jeu. Quand on joue, on est dans l'instant présent.
quelle carte je vais jouer, qu'est-ce que je vais faire à cet instant T. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous ferez dans les derniers tours. Il y a tout plein de cartes qui peuvent vous sembler très chères ou peu utiles, mais qui révéleront leur véritable utilité lors des derniers tours de jeu quand il sera venu le moment de faire apparaître des forêts, des villes sur le plateau ou d'emmagasiner des ressources sur celles-ci. Pensez à les conserver, pensez à les jouer, pensez à vous dire comment je vais faire un dernier jour de jeu pour accumuler un maximum de niveaux de terraformation d'un coup. Le conseil numéro 4, ils sont là, sous vos yeux, ils sont gratuits, il y en a 4, c'est les bonus de terraformation. Il y en a 3 sur la piste de température, il y en a 1 sur la piste d'oxygène. C'est des cases, si vous y parvenez, vous ferez apparaître de l'eau sur le plateau et vous marquerez donc des points de terraformation gratuitement, vous ferez monter la température gratuitement, vous les, et tout le monde autour de la table les veut. Il faut être en position de les choper avant les autres. Alors, ne vous ruinez pas non plus la vie, ne payez pas des millions et des millions pour les avoir, mais si vous avez moyen que ça tombe dans votre escarcelle plutôt que dans celle des autres, ne vous privez pas. Utilisez vos 2 actions avec parcimonie et de manière générale, tous les petits bonus qui sont imprimés sur les plateaux, les plus intéressants, faites en sorte que ce soit pour vous. À ce titre-là, les objectifs et les récompenses ne doivent jamais sortir de votre ligne de mire de pensée. Les avoir est un élément très différenciant par rapport aux autres joueurs. Il y a en tout 15 points à gagner sur les objectifs et 15 points à gagner sur les récompenses si vous les raflez tous. Soit 30 points en tout, ce qui est colossal sur une partie qui en général se joue aux alentours de 75-100 points. Essayez de les rafler. Même si vous ne les aurez pas tous, ne les oubliez pas. Et lorsque vous jouez des cartes, dites-vous, quel objectif, quelle récompense vais-je pouvoir préempter en jouant de cette façon? Les plantes. C'est une règle du jeu. Dès que vous en avez 8, vous pouvez les dépenser pour faire apparaître une forêt sur le plateau. Et bien faites-le. Et dépêchez-vous de le faire. Le jeu regorge d'astéroïdes, de comètes, d'événements interstellaires qui vont dégommer les plantes de vos adversaires. Et vous êtes un adversaire. Vous allez vous faire dégommer vos plantes. Vous avez 2 actions par tour. La première doit vous servir à récolter des plantes et aussitôt la deuxième, pouf, une forêt. Si vous attendez, vous risquez de vous faire décimer vos plantes et de perdre un temps précieux. Ne le perdez pas. Faites des forêts. En parlant de vos 2 actions, Terraforming Mars est malgré tout un jeu de tempo, dans lequel il faut parfois savoir accélérer, dans lequel il faut parfois savoir ralentir. Si vous visez les objectifs et les récompenses, dépêchez-vous, jouez des actions, développez-vous, faites 2 actions d'un coup, particulièrement en début de partie. Par contre, particulièrement sur la fin de la partie, quand il s'agit de se placer sur le plateau, attendez de savoir où vont se poser les autres, pour vous mettre autour. Attendez qu'ils aient fait apparaître de l'eau, pour vous ensuite placer à ce moment-là, et faire apparaître vos éléments qui vous feront un peu d'argent. Pour ça, faites une action par tour, laissez les gens un peu jouer, puis venez en profiter en vous mettant aux meilleurs endroits. Le tempo. Les Joviens. Voilà, ça c'est un mot quand on le prononce, ça ne parle qu'aux gens qui ont joué à Terraforming Mars. Les Joviens sont des petits icônes qu'on retrouve sur certaines cartes, alors assez peu, ces petits icônes là, et tout plein de cartes vont vous dire marque des points si vous avez des Joviens. C'est des cartes un peu rares qui rapportent rapidement des points de victoire, on a envie de les jouer. Ça ne sert à rien de les jouer si vous n'en récupérez pas au moins 4 ou 5, et particulièrement les cartes qui vous rapporteront des points pour le nombre de Joviens que vous avez. Donc ne vous dites pas tiens c'est rare je vais les jouer, accumulez-les et commencez les jouer quand vous êtes à peu près sûr que vous serez en capacité d'en jouer 4 ou 5. Et là vous pourrez dire j'ai joué les Joviens. Terraforming Mars est un jeu de plateau, mais Terraforming Mars est un jeu de cartes. Et dans les jeux de cartes, il faut piocher. Plus vous piocherez, plus vous aurez de choix sur ce que vous voulez faire ou non. Et sachez que toutes les cartes que vous ne voulez pas, de toute façon, vous pourrez les vendre, elles vous rapporteront des sous. Si vous voyez passer dans vos mains des cartes qui permettront d'être activées de façon à pouvoir piocher de nouvelles cartes de la pioche, prenez-les. C'est redoutable. Autant je trouve le jeu très équilibré, autant gagner sans aucune carte qui fait piocher me semble être un truc un peu dur. Du moins, j'en suis pas tellement capable. Piocher. Les cartes les plus chères sont les cartes les plus rentables. Dans Terraforming Mars, tout a un coût. Vous le voyez notamment grâce aux projets standards qui sont sur le bord du jeu. Faire augmenter la température coûte 14. Faire apparaître un océan coûte 18. Eh bien, fouillons un peu dans le paquet. Faire dans le bon paquet. L'astéroïde de glace géant.
Il coûte 36, il fait augmenter la température 2 fois, il fait apparaître 2 lacs, et en plus il crame des plantes des autres joueurs. Mathématiquement, il devrait coûter 14 plus 14 plus 18 plus 18 plus un petit peu d'argent pour faire perdre des plantes aux autres. Donc, il devrait coûter dans les 70. Il coûte 36. Plus les cartes sont chères, plus elles sont rentables. Normalement, en vous disant ça, si vous tirez parti ensuite de votre corporation, vous devriez être capable de triompher un petit peu plus dans vos parties de Terraforming Mars. Même si le but n'est pas toujours de gagner, c'est quand même assez plaisant, assez grisant de se dire « Tiens, j'ai réussi à mettre un truc en place qui est quand même beaucoup plus efficace que ce que font les autres joueurs autour de la table. » Terraforming Mars est évidemment un jeu majeur du monde du jeu qui a inspiré pas mal d'autres créations de jeux. Donc une fois qu'on a joué à Terraforming, on peut s'intéresser à tout le reste. Mais qu'une fois qu'on a joué à Terraforming Mars. Loin d'être un simple jeu de plateau un peu stérile, Terraforming Mars a eu une descendance ludique assez importante, notamment au travers de 2 suites de jeux indépendants, Terraforming Mars Ares, qui va encore plus au bout de l'idée de Terraforming Mars en étant principalement qu'un jeu de cartes. Ce jeu de cartes se joue à la manière d'un jeu dont je vais vous parler juste après, qui est Race for the Galaxy, à savoir que c'est un jeu dans lequel on choisit une action, tout le monde effectue la même autour de la table. Je vais choisir de jouer une carte, tout le monde joue une carte. Je choisis de produire, tout le monde produit. Et on y va, chacun de sa petite terraformation de la planète et de l'utilisation de sa compagnie, de sa corporation, tout comme son prédécesseur. Terraforming Mars Ares n'est pas véritablement un jeu ni plus court, ni moins complexe. C'est une autre façon de jouer à Terraforming Mars. C'est loin d'être inintéressant, particulièrement à partir du moment où on y rajoute des extensions que sont Crise, Fondation, qui permettent de jouer à plus nombreux, ou qui rajoutent de nouveaux événements, mais également l'extension qui permet d'y jouer en coopératif, où on lutte contre des crises qui viennent vous pourrir la vie. C'est plutôt chouette, mais c'est infernalement dur à gagner. Si, d'une certaine façon, vous vous dites que c'est bien gentil, ce truc de Mars, de l'espace, mais que ça a l'air totalement geek, et bien long, et un peu compliqué, vous pouvez jouer à Terraforming Mars, le jeu de dés. Terraforming Mars, le jeu de dés, publié l'an dernier, est un jeu de société, jusque-là tout va bien, beaucoup plus dynamique. Vous allez jeter des dés qui vont vous dire quelles sont les ressources, quelles sont les actions qui apparaissent, et développer, tout pareil, votre petite corporation en vue d'aller terraformer la planète Mars avec des cartes et des dés. C'est une version de terraforming qui se joue en moins d'1 heure. C'est un Terraforming Mars sous stéroïdes. Il n'y a sans doute pas l'explosivité d'interaction qu'il peut y avoir dans toutes les cartes, à moins que vous jouiez avec le pack de cartes promo pour Terraforming Mars, le jeu de dés, qui rajoute des cartes plus interactives. En tout cas, cette sensation de montée en puissance, de customisation de son jeu, elle est dans le jeu de dés au service de quelque chose d'immensément plus dynamique. En dépit de la profondeur de jeu. Oh, c'est vous qui voyez. Ce n'est pas un successeur, c'est au contraire le prédécesseur. Terraforming Mars n'aurait jamais existé sans 2 jeux que sont Puerto Rico et Race for the Galaxy, qui sont un peu les ancêtres des jeux de tableau building. Vous savez, tous ces jeux comme Everdell, comme Wingspan, comme Terraforming Mars, comme Château Combo, qu'on a vu récemment. Des petits jeux dans lesquels on pose des cartes devant nous, chacune d'entre elles venant modifier un peu notre production ou nos objectifs et nos points de victoire. Race for the Galaxy, qui est le jeu de tableau building vraiment majeur, en étant juste uniquement un petit jeu de cartes, un jeu de Tom Lehmann, est un des jeux qui a inspiré Terraforming Mars et très clairement et très directement le jeu dont la mécanique principale de Terraforming Mars Ares est repris. Si vous voulez jouer à un jeu d'une richesse folle en étant juste uniquement un petit jeu de cartes que vous pouvez emporter partout, Race for the Galaxy, c'est très bien. Mais c'est très cher. C'est pas moi qui décide. Si vous voulez jouer à Terraforming Mars, vous pouvez y jouer en jeu vidéo. Une adaptation a été publiée fin 2019, début 2020, et plutôt pas mal faite. Et il y a beaucoup de gens à travers le monde qui jouent dessus. Une bonne façon de se trouver plein d'adversaires en n'ayant pas forcément un plateau à installer, des manipulations à faire de partout. Une bonne façon de vous dire, est-ce que ce jeu serait fait pour moi, pour mes amis, pour mon groupe de joueurs ou de joueuses? Cliquez, lancez-le sur Steam, vous verrez bien. Chaque année en France, il y a également la Coupe de France de Terraforming Mars. C'est un groupe de joueurs qui s'appelle les Ludophiles d'Asnières qui ont mis ça en place depuis quelques années, avec chaque année des lots à gagner, des cartes goodies pour tous les premiers et les suivants, là, ce qu'on appelle gens sur le podium. Bon, le jeu compétitif, même si c'est pas forcément ma passion dans la vie et que je joue souvent un jeu plus là, pour jouer, pour me marrer, ça montre bien la vitalité d'un jeu, sa profondeur stratégique,
Et à quel point il peut être rigolo de discuter de telle stratégie, telle carte est mieux équilibrée, celle-ci est plus forte, de pousser un jeu de jeu dans ses retranchements. Seuls les grands jeux ont ce mode de jeu en tournoi et de championnats nationaux ou mondiaux, comme Catan ou les Aventuriers du Rail. Si vous vous lancez des parties de Terraforming Mars, mettez-vous une bande-son qui va bien. 3 recommandations. La bande-son du jeu vidéo Surviving Mars, qui est un jeu de gestion de terraformation de Mars, avec des gens qui vivent dans des dômes et qui vont bosser d'un dôme à l'autre. Le jeu vidéo est génial, la bande-son l'est tout autant. Si vous voulez vous plonger dans l'ambiance, c'est fabuleux. Une autre recommandation, c'est d'écouter l'album de Space Art, un groupe milieu de années 70, un peu dans la veine de Jean-Michel Jarre, avec notamment leur chanson Onyx. Tout l'album est dans cette espèce d'ambiance un peu science-fiction assez rêveuse. C'est génial, c'est un de mes albums de musique préférés. Et Planétarium de Sufjan Stevens et Nico Muhly. Ça, c'est grandiose aussi. Voilà, les liens sont dans la description. Vous irez écouter ça. Et vous me direz si ça vous a plu ou pas. J'espère que ça vous plaira. Oh, et j'allais oublier Kraftwerk. The Man Machine. Album culte. Pour votre culture, vous cliquez, vous écoutez ça. C'est tellement bien. Et évidemment, qui dit terraformation de Mars, dit 2 films cultes. Des films. Total Recall, alors là on est dans la science-fiction la plus totale, avec Arnold Schwarzenegger et toutes ces années 80 et ce que ça comporte de meufs à poil et de sang qui gicle, qui part sur la planète Mars avec une quête d'oubli de l'individu et toute une lutte minière sur Mars. C'est très rigolo, très divertissant, si vous ne l'avez pas vu, c'est trop bien. Et évidemment, Seul sur Mars, avec Matt Damon qui s'écrase sur Mars, qui est tout seul et qui tente de survivre. C'est assez rocambolesque, mais bon, ça se regarde, hein. C'est pas si mal. Scientifiquement, je pense que ça tient pas la route une seule seconde. Mais est-ce que c'est possible de terraformer Mars? Eh ben, on peut en parler. Regarde, je vais repartir sur la table et on va en parler. Il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'au fond, on peut terraformer la planète Mars? Est-ce qu'il suffit d'ajouter un petit peu d'eau, d'oxygène et de température pour faire en sorte que, allez où, chérie, fais tes valises, on part vivre à Noctisville? Eh ben, c'est pas si simple que ça. Terraforming Mars se veut à mi-chemin entre un jeu qui repose sur une vérité scientifique et sur un jeu qui repose sur des éléments de science-fiction. Et il joue un peu avec les codes des deux. D'ailleurs, la première chose qu'on peut voir qui parle de ça, c'est sur la boîte, tout en haut, on a cette citation-là. Terraforming Mars est un jeu extraordinaire offrant aux joueurs une occasion rare de découvrir les ficelles du projet le plus ambitieux de l'humanité, la création d'un nouveau monde, une vie pour Mars et Mars pour la vie. Excellent. Dr Robert Zubrin, président de la Mars Society. Robert Zubrin est effectivement quelqu'un qui existe, et la Mars Society existe vraiment. C'est une association américaine qui a pour vocation de se poser la question comment rendre la planète Mars, si ce n'est habitable, la possibilité d'avoir des êtres humains qui atterrissent sur la planète Mars. La communauté scientifique a longtemps étudié le sujet de la faisabilité. Il n'y a pas de vérité ou de consensus établi sur la chose. À l'état actuel de la science, ça semble compliqué. Je vous renvoie pour ça à l'article d'Olivier Sanguy sur le site de Trick Track, publié quelques temps après la sortie du jeu, qui, en long, en large et en travers, revient sur cette possibilité-là et qui dira sans doute beaucoup moins de bêtises que moi. Pour ce qui est du jeu en lui-même, on retrouve dans Terraforming Mars tout un tas de cartes qui sont inspirées par les travaux de la NASA, notamment certaines comètes qu'on pourrait dévier pour faire s'écraser sur la planète Mars afin d'en modifier les conditions climatiques. Il y a également tout un tas de cartes qui sont tirées d'œuvres de science-fiction et de trucs totalement délirants. Comme quoi, je vous dis, ça joue un peu sur les deux tableaux. Ce qui est sûr, c'est que dans Terraforming Mars, les manches ne s'appellent pas des générations pour rien. Si cette possibilité doit exister un jour, ça prendra des siècles et des siècles avant d'en arriver là. Et pour ceux qui doutent que l'espèce humaine en soit capable, pour ce qui est de changer les conditions climatiques d'une planète, a priori, on est plutôt capable de le faire. Je
je regarde tous les jeux stratégiques que j'ai en face de moi dans ma salle de jeu, je pense que les 3/4 d'entre eux sont avant tout des mécaniques sur lesquelles l'auteur a posé un thème par-dessus. Et c'est un des éléments très différenciants de Terraforming Mars, d'arriver à partir du thème pour en faire un truc cohérent et aussi bon à ce point, ce qui en fait quand même une création à part dans le milieu ludique. Vous avez sans doute joué à Terraforming Mars depuis toutes ces années, un jeu qu'on a beaucoup poussé sur la chaîne depuis sa création, qui était déjà dans nos toutes premières vidéos à l'époque. Si c'est un jeu que vous aussi vous appréciez, si vous avez des choses à dire sur Terraforming Mars, c'est le moment d'utiliser la section des commentaires pour que chacun puisse vous lire et de compléter un peu tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez jouer à Terraforming Mars, poussez la porte de vos magasins. Allez découvrir ce jeu-là, vous pouvez même nous le commander sur notre site internet, on sera ravis de vous le faire parvenir, lui, ses extensions et encore tout plein d'autres choses. L'avenir vous appartient, peut-être pas vous barrer sur Mars, mais pour au moins découvrir ce qui pour moi est un des trucs les plus merveilleux en jeu de plateau et en jeu de stratégie depuis ces 10 dernières années. Ne le loupez pas, à bientôt pour de nouvelles aventures, salut! J'en profite pour embrasser quelqu'un qui a énormément fait en France pour contribuer au succès de Terraforming Mars. C'est ma camarade de l'époque, qui était là au tout début de la chaîne avec moi, qui est Lola, qui est une personne extraordinaire, et que j'embrasse. Mais s'il y en a un qu'on doit retenir, c'est lequel? Allez, moi je vous cède le Lola. Alors on ouvre. Quel suspense! Il y a un suspense. Oh là là! Mesdames et messieurs, je sais pas, qu'est-ce que ça peut le être? suspense est totalement insoutenable. Bastané. Trêve de suspense. Le jeu préféré, toute catégorie de Lola. C'est Terraforming Mars. Mais quelle surprise! Je suis Terraforming Mars est issu de la lecture par Jacob Frexelius d'un livre, d'une trilogie, Mars la Rouge, de Kim Stanley Robinson. Quand vous lisez la règle du jeu, en plus du petit remerciement à Kim Stanley Robinson, de l'autre côté de la règle, dans tous les exemples, les joueurs pris en exemple s'appellent tous Kim, Stanley ou Robinson. Dans Venus Next, une carte a un aspect un peu rigolo et fait le lien avec tout ça. Le Mémorial SF. En bas de la carte, on peut lire cette mention-là, un hommage à ceux qui ont inspiré notre voyage. Les 5 personnages qui sont illustrés dessus, c'est Isaac Asimov, Robinson, c'est Clarke, ce sont les grands auteurs de SF qui sont dessus. Et je vous en parlais tout à l'heure quand je vous racontais l'histoire de Terraforming Mars. Le premier jeu qu'a illustré Frixelius Games était un jeu qui s'appelle Wilderness. Et bien la couverture du jeu Wilderness, vous pouvez la retrouver sur la carte des Prédateurs. Cet ours-là, c'est l'ours de la couverture de leur tout premier jeu. Vu que c'est le frère de l'auteur qui a fait les illustrations, il s'est marré à mettre son frère un petit peu partout sur les cartes. On le retrouve notamment sur une des meilleures cartes du jeu, la Guilde des Inventeurs. Et les inventeurs en question, c'est 4 fois le même mec, c'est Jacob Frixelius. Si vous êtes déjà venu dans notre magasin de jeux à Toulouse, vous savez qu'il y a une immense fresque dans le magasin, avec tout plein d'illustrations qui, chacune d'entre elles, font référence à des grands jeux du monde des jeux de société. Au cœur de cette fresque-là, une référence à Terraforming Mars. Alors une référence subtile. En bas de la fresque, que vous pouvez avoir sur les tapis de jeu du passe-temps, que vous pouvez nous commander, tout ça, il y a un petit bichon, un petit caniche. C'est le caniche des animaux domestiques. Sans doute la carte la plus kitsch de toute l'histoire du monde du jeu de société. Quand on vous dit que les illustrations du jeu sont, waouh, assez étonnantes, il y a même des petits caniches dans Terraforming Mars. Dans Terraforming Mars, on trouve tout un tas de photos qui sont des photos du Vercors, des États-Unis, des déserts, avec un petit filtre rouge posé par-dessus, et hop, ça devient la planète Mars. Comme quoi, vous pouvez faire du Mars à pas très cher avec 2-3 photos de votre jardin.